Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Voici les grands titres qui seront développés dans ce journal. C'était bien parti, mais les choses se sont corsées rapidement. Nous reviendrons sur le match aller de barrage de la Ligue des Champions qui opposait hier soir les footballeurs monégasques au PSG. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Parisiens qui se sont imposés 3-2 au stade Louis II. Les Jeux Olympiques d'hiver se poursuivent jusqu'à ce week-end. Un jeune monégasque est sur place où il a intégré l'organisation de cette compétition hors norme. Loïc Pasta, en duplex de Milan, nous fera partager cette belle aventure. Les JO, elle aussi connaît. Marine Boyer est une ancienne gymnaste française qui a notamment à son palmarès une médaille de bronze au championnat du monde de gymnastique et elle est depuis peu le nouvel entraîneur du Femina Sport. Nous l'avons rencontré. Nous poursuivrons notre découverte également des sections de l'ASM avec la discipline du plongeon. Et puis elles sont partout dans tous les rayons de supermarchés et ne concernent pas seulement les sportifs. Nous nous intéresserons au phénomène des protéines avec Xavier Terlet, expert en innovation alimentaire. Débutons ce journal avec cette affiche de gala en barrage aller de Ligue des Champions. L'AS Monaco FC recevait le Paris Saint-Germain hier soir au stade Louis II. Un match assez fou auquel vous avez assisté, Frédéric Elion. Monaco a d'abord cru à l'exploit avec un début de match tonitruant, Frédéric, avant de finalement s'incliner 3-2. Oui, l'enseignement de la soirée, Patricia, c'est que Monaco n'hypothèque pas totalement ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec cette défaite 3-2. Même si, il faut bien l'avouer, ça va quand même être bien compliqué d'aller chercher la qualification lors du match retour du côté du Parc des Princes mercredi prochain. Alors en tout cas, Monaco pourra nourrir pas mal de regrets ce soir, notamment au vu du scénario de la rencontre, puisque les Monégasques avaient entamé parfaitement ce match en ouvrant le score après seulement 55 secondes de jeu par l'intermédiaire de Folarin Balogun sur un très bon ballon de Golovin. Et puis ensuite, l'attaquant américain double même la mise à la 18e sur un très bon ballon, cette fois-ci de Marnes Akliouche. Et puis, à la 21e, quand Philippe Keun sort ce pénalty de Vitinha, on commence à se dire qu'on est en train de vivre ce genre de soirée un petit peu exceptionnel et ce genre de match complètement fou que l'AS Monaco est capable de produire en Ligue des Champions. Et puis au final derrière, le PSG a accéléré et puis Désiré Doué réduit l'écart. Hakimi égalise juste avant la mi-temps et puis l'expulsion de Golovin au retour des vestiaires sonne un petit peu le glas des ambitions monégasques. En deuxième période, le PSG domine. Désiré Doué va donc donner l'avantage au Paris Saint-Germain et offrir la victoire au PSG qui prend une belle option sur la qualification en huitième de finale. Quand une équipe commence le match de cette manière, le plus normal c'est de perdre le match et de rester comme catastrophique. Et je dois dire que c'est impossible d'avoir de la confiance si on commence le match de cette manière, mais on a montré de nouveau, et les joueurs ils ont montré leur niveau dans l'aspect mental, et en plus on a raté un penalty, que c'était un moment spécial pour retrouver la confiance, mais je dois dire que les 6 dernières fois qu'on a joué ici, on a gagné, c'est la deuxième fois qu'on gagne. Ça représente la difficulté qu'il a à jouer ici. Des regrets, on en parlera après le deuxième match, le match retour. On va parler de ce qu'on aurait pu mieux faire. Comme ça, on peut laisser la porte ouverte pour le deuxième match. Ce qu'on aurait pu mieux faire aujourd'hui, beaucoup de choses, mais on a aussi fait des très bonnes choses. Donc, on aurait pu mieux garder le ballon, oui, mais on aurait pu faire mieux en première mi-temps, certainement de presser encore un peu plus haut après ces 2 buts. Pour le reste, je suis aussi satisfait de la manière avec laquelle on a défendu à 10 et qui nous permet d'entrevoir un match retour à jouer avec encore beaucoup de choses à créer et avoir l'ambition de créer encore une bonne soirée.
Le point positif, Patricia, c'est que Monaco n'a pas sombré en deuxième période à 10 contre 11 et n'a pas encaissé ce fameux 4e but qui aurait pu tout changer. L'exploit reste donc possible et la qualification reste donc possible, même si cela va être compliqué du côté du Parc des Princes mercredi prochain. En basket, la bonne opération pour la Roca Team qui s'est qualifiée hier pour le prochain tour de la Coupe de France. Les basketteurs monégasques se sont imposés 98-95 face à l'Asvel. Cap maintenant sur les demi-finales et ce sera le 4 mars face à Nanterre. Le meeting Hercules EBS 2026 annonce sa première tête d'affiche. Elle était à Monaco ce week-end où elle a déjà fait des étincelles sur route. Elle sera de retour cet été sur la piste du Stade Louis II. Faith Kipyegon, figure emblématique du demi-fond mondial et multiple championne olympique, a d'ores et déjà confirmé sa présence le 10 juillet pour un 3000 mètres très attendu. Il vit, lui, son rêve olympique. Le monégasque Loïc Pasta est actuellement à Milan où il ne dispute pas de compétition, mais la pression n'en est pas pour autant moins importante, vous allez l'entendre. Ce jeune âgé de 25 ans fait partie de l'organisation. Il assure une mission de coordination des transports jusqu'à la fin du mois de mars, après les Jeux d'hiver paralympiques. Et il est avec nous en duplex de Milan. Bonsoir Loïc Pasta. Bonsoir. Vous vivez donc l'aventure JO de l'intérieur, vous êtes basé à Milan. Expliquez-nous quelles sont vos fonctions. Vous contribuez en quelque sorte à la fluidité des transports, c'est cela ? Exactement. Donc mon job, l'intitulé s'appelle Venue Transport Manager. Donc le but, c'est vraiment de s'assurer de la fluidité, de la coordination et aussi de la fiabilité des flux sur un site précis. Moi, en l'occurrence, je m'occupe du site des hôtels de la famille olympique. Et comment un jeune monégasque de 25 ans s'est-il retrouvé avec ses responsabilités au sein de l'organisation des JO de Milan-Cortina ? Alors franchement, ça va être très bête, voire pas très sexy, mais j'ai envoyé plus de 400 candidatures sur toute la planète pendant au moins 2 mois après ma dernière expérience à Ubisoft, une entreprise de jeux vidéo, et j'ai juste attendu. Donc voilà, j'ai juste espéré et fatalité, je pense qu'avec mes expériences que j'ai auparavant, ça a peut-être joué en ma faveur pour avoir ce poste. Voilà, Parce simplement. que vous êtes un jeune diplômé. Et quelle est l'ambiance sur place ? Même s'il y a plusieurs sites, la magie JO opère toujours ? Oui, forcément. Après, en termes d'ambiance de travail, pour être très honnête, nous, c'est très Gen Z, vous voyez, donc c'est très jeune, très dynamique. Et sincèrement, c'est assez stressant. On est beaucoup sous pression tous les jours. Évidemment, on essaie d'organiser l'événement le plus grand du monde d'hiver. Donc forcément, il y a un peu de pression derrière nous. Et vous avez dit, j'ai lu que cette atmosphère qui rend unique les Jeux Olympiques, selon vous, cela va bien évidemment bien au-delà du sport. Bah oui, bien sûr. Je veux dire, c'est toute, une façon de penser, une façon de vivre. L'olympisme, c'est pas juste, du sport. C'est plus que ça. C'est une philosophie de vie, selon moi. Et justement, nous, on n'est pas des athlètes, mais on se donne autant que des athlètes. On donne notre temps, notre vie, on se sacrifie carrément pour ces Jeux, pour justement que les athlètes puissent jouir des meilleurs Jeux possibles. Vous parlez de ces valeurs du sport et de l'olympisme qui sont chères aussi au cœur du prince Albert II, qui est lui aussi sur place. Vous l'avez rencontré, j'imagine qu'il est très heureux pour vous et très fier aussi de cette participation active d'un monégasque. Oui, j'ai pu le rencontrer, c'était très sympa. Et puis, on a pu partager un peu justement sur les jeux, sur les futurs jeux qu'il allait avoir. Par exemple, dans le futur, LA 28, par exemple. Et c'était un échange assez sympathique parce qu'on peut voir la connexion justement du pays avec notre prince, quoi. Mais alors, pour bien comprendre, vous nous dites que vous étiez donc dans une phase de candidature un peu tous azimuts. Vous avez commencé à travailler sur les JO combien de temps à l'avance ? Moi, j'ai commencé en novembre, donc j'ai pu faire, travailler pendant la phase de planification encore. Donc, j'ai les 2 aspects, planning et opération en ce moment. Donc, pour être honnête avec vous, les Jeux, en fait, dès que les Jeux paralympiques se terminent, donc en l'occurrence pour moi c'est le 31 mars, en fait l'entité du business, de l'organisation est complètement dissoute. Donc il n'y aura plus rien après les Jeux paralympiques, Tout est dissous.
Vous avez également eu par le passé l'opportunité, je crois, de travailler sur les JO de Paris 2024. Comment entrevoyez-vous la suite? Vous avez parlé de Los Angeles en 2028, mais il y aura aussi des Jeux d'hiver dans 4 ans dans notre région. Cela pourrait être une suite logique? Oui, ça peut être une suite logique, surtout par rapport, au passeport, on va dire. En effet, par exemple, les Jeux de LA 28, malheureusement, sans le visa, on peut pas y aller. Donc, c'est très simple. Donc, en effet, les Jeux d'hiver des Alpes 2030 fait beaucoup plus sens en termes d'objectifs futurs. Mais bon, ça, ce sont des missions, on va dire, ponctuelles. Profitons peut-être de cette interview pour lancer un appel aussi. Vous êtes diplômé d'un master de business et avant les JO, vous nous l'avez dit, vous avez été confronté, comme de nombreux jeunes aujourd'hui, à un flot important de candidatures qui sont restées sans réponse. Vous recherchez actuellement un emploi, Loïc Pasta? Ah, bien sûr, j'ai déjà commencé il y a assez longtemps à rechercher un emploi. Et moi je cherche des emplois principalement dans tout ce qui est des événements complexes, vous voyez, internationaux. On appelle ça des méga events dans l'industrie, que ce soit donc justement dans le sport, le e-sport ou même la Formule 1. Et puis après justement de développer ma carrière en fonction. Merci Loïc de nous avoir fait partager cette belle expérience que vous vivez actuellement à Milan aux Jeux Olympiques d'hiver. Top. Au revoir, à bientôt. Marine Boyer a connu, elle, les Jeux Olympiques, mais côté sportif. Elle est le nouvel entraîneur du Femina Sport. Je vous propose de découvrir le portrait de cette athlète multimédaillée qui vient donc de poser ses valises en principauté. Un portrait signé Alexandra Pani et Alexandra Paolini. Quand tu tournes, c'est mieux de tourner avec les 2 pieds. Hein. Là, tu orientes les épaules et tournes avec les 2 pieds. Là, t'as les pieds qui sont décalés. C'est une véritable star pour les jeunes licenciés du Femina Sport. Elle la soutenait encore tout récemment devant leur télévision lors de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, elle la retrouve comme coach ici à Monaco. Marine Boyer a brillé sous les couleurs de l'équipe de France et compte 3 participations aux Jeux Olympiques. Je suis la première Française à avoir fait 3 Jeux Olympiques, donc ça c'est vraiment important de le dire. Une Olympiade c'est très compliqué, gymnastiquement parlant. C'est un sport qui est très précoce et le corps change aussi, donc c'est dur de tenir sur les années. Après on est dans une évolution de la gym où voilà, il y a beaucoup plus de gymnastes qui perdurent dans le temps et c'est important de le souligner parce qu'on évolue artistiquement parlant. C'est avant tout un début de gymniquement parlant en train de faire des roulades avant et des roulades arrière partout. C'est un petit talent aussi et du travail. Et puis derrière, une proposition pour entrer en centre régional, en sport-études et après en pôle espoir. Première compétition à 11 ans en équipe de France et première Olympiade à 16 ans. Donc c'est très précoce, ça arrive très vite. J'arrive naïve dans le circuit, mais ce qui me fait faire 4e en poutre à Rio. Et donc après, pas mal de résultats qui arrivent par la suite et médaillé mondial par équipe en 2023 à Anvers, c'était magnifique. À bientôt 26 ans, c'est une nouvelle page dans sa carrière de gymnaste qu'elle décide d'écrire avec un chapitre qui s'ouvre ici à Monaco. J'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais aller et toujours envie de promouvoir mon sport. On est dans une époque qui change, donc pouvoir aider les gymnastes à pouvoir évoluer, qu'importe leur niveau. Moi, ça a été vraiment l'envie de pouvoir partager. Donc, j'ai créé une académie de gym qui s'appelle Gym Experience et pouvoir me former aussi. Donc là, je suis en formation ici à Monaco, de me délocaliser dans le sud. Et puis ça a très bien marché puisque le Femina Sport cherchait un entraîneur et donc du coup c'est comme ça que je suis venue ici et ça se passe super bien. Son sourire et sa bienveillance ont déjà fait leur preuve au sein du club monégasque, ravi de ce nouveau recrutement. Elle apporte des compétences, elle est jeune mais elle a énormément de compétences, elle a l'œil au niveau des corrections, elle a une grande expérience et ensuite elle a une très grande gentillesse surtout. On a eu une progression très importante au niveau du nombre de membres de licenciés entre 2002 et l'arrivée des salles et aujourd'hui 2026. Donc aujourd'hui on plafonne à 500 et on ne prend pas tout le monde malheureusement. Donc il y a besoin d'encadrement, c'est vraiment très important au niveau de la sécurité. La gymnastique artistique féminine est un sport acrobatique et donc il faut avoir une surveillance accrue. Un renfort essentiel pour encadrer les jeunes athlètes dans cette pratique qui demande toujours plus de rigueur et de prouesse technique.
Marine Boyer, qui sera le prochain invité du podcast Monaco Info lundi. La championne reviendra sur son parcours au micro de Geneviève Berthy. Nouvel épisode aujourd'hui de notre série de reportages consacrée aux différentes sections de l'ASM avec le plongeon. Nous avons suivi la préparation des futurs talents qui ont choisi cette discipline qui allie précision, confiance et dépassement de soi. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Julien Laugier. Ici se mêlent précision et sang-froid. À la section plongeon de l'AS Monaco, les jeunes apprennent d'abord la maîtrise du geste avant la hauteur. Chaque saut se travaille au détail, entre technique et confiance. Une discipline discrète où l'élégance compte autant que la performance. On est une cinquantaine de plongeurs. On s'entraîne tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, petit jour de repos. Et on a tous les niveaux de pratique, du loisir à la compétition. Du plus haut niveau, chez les jeunes, on est allé jusqu'au championnat du monde 2024 avec Coralie Briano. On a toujours une partie en gymnase, histoire de chauffer les moteurs un petit peu, travailler un peu de technique, de la souplesse, travailler aussi au trampoline pour simuler un petit peu ce qu'on va faire sur les plongeoires. Et puis après une grosse partie dans l'eau où on met un peu tout ça en pratique. Déjà titrée, Coralie parle du plongeon comme d'une évidence. Entre exigence et plaisir, la jeune athlète de l'AS Monaco vit chaque saut comme un nouveau défi. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je pratique le plongeon. Honnêtement, c'est l'adrénaline que ça me procure. Quand je saute, quand je fais des rotations, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer chaque seconde. Donc, depuis petite, on m'a toujours dit, c'est bizarre le plongeon, mais pour moi, c'est comme ça. Honnêtement, beaucoup de chance ici à Monaco, on a une belle piscine, le club il est avec nous, il nous aide énormément, le comité olympique, tout, il y a tout à notre disposition. Une discipline exigeante mais accessible à tous, du premier saut à la compétition. Les inscriptions sont ouvertes pour tout renseignement. Rendez-vous au guichet de la piscine du Stade Louis II. On les a souvent associés au sport. Les protéines jouent un rôle essentiel car elles participent à la croissance osseuse et tissulaire et favorisent également la réparation des tissus musculaires endommagés. Mais aujourd'hui, elles sont au cœur d'un véritable phénomène. Difficile d'y échapper dans les rayons des magasins où la mention protéinée fleurit de toutes parts. Phénomène de mode ou besoin impérieux pour notre santé? Nous avons posé la question à un spécialiste de l'innovation alimentaire, Xavier Terlet. Il est interviewé par Sarah Inkari. Xavier Terlet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On le remarque dans les rayons des supermarchés, la mention protéinée est partout. Yaourt, pâtes, barres de céréales, desserts, boissons. Pourquoi les protéines sont-elles devenues aussi attractives pour les consommateurs aujourd'hui ? Pourquoi on n'en sait trop rien. Il y a des phénomènes comme ça en termes d'alimentation et de santé qui interviennent. Il y a quelques années, souvenez-vous, on parlait beaucoup du sans gluten. On en parle beaucoup moins maintenant. Maintenant, c'est les protéines. C'est un phénomène qu'on a constaté il y a plusieurs années dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Et puis, c'est arrivé chez nous. Je dirais, c'est pas une tendance, c'est une mode, parce que c'est sans doute relativement ponctuel, ça ne durera pas forcément, mais donc c'est effectivement, vous avez raison, on voit des protéines partout dans l'alimentation, tous les rayons sont concernés, des boissons, même des bières, des pâtes, tous les produits aujourd'hui sont riches ou enrichis en protéines. Concrètement, on va déjà le rappeler, à quoi servent les protéines dans notre corps ? Alors, moi, je suis pas médecin, mais c'est un élément essentiel. On a besoin de protéines, on a besoin de consommer des protéines en permanence parce qu'on les élimine. On les stocke pas, les protéines. Donc, c'est un élément avec des acides aminés qui sont essentiels à la vie. Donc, on a besoin de protéines. Faut quand même savoir que dans une alimentation normale, on a une quantité de protéines largement suffisante. Quelle est la quantité recommandée pour un adulte ? On dit 0,3 grammes par kilo par kilo et par jour. Donc c'est, on va dire, pour 60 grammes pour un adulte, un homme ou une femme de 70 kilos, par exemple. Est-ce que cette quantité, elle varie selon le poids, l'âge ou bien le niveau d'activité physique ? Bien sûr, oui, elle varie, elle peut varier. On peut avoir parfois quelques déficits et notamment on peut avoir des besoins
un peu plus important en protéines, notamment quand on est senior, quand on commence à dépasser un certain âge, où on a besoin où on perd de l'appétit parfois, etc., où on a besoin effectivement d'assurer, notamment pour garder des muscles suffisants, pour garder une certaine résistance, etc., d'avoir une alimentation en protéines suffisante. Mais encore une fois, les déficits en protéines sont extrêmement rares. Mais c'est vrai que pour les seniors, il faut un petit peu faire attention à ça. Parce qu'en plus, il y a des aliments naturellement riches en protéines. On peut peut-être les citer. Il y a aussi les protéines végétales et animales, on peut les distinguer. Animales et végétales. La viande, évidemment, le poisson, les œufs sont très riches en protéines. Les œufs, c'est supérieur à 9, c'est supérieur à 10 grammes. Donc, vous voyez, s'il en faut 60 grammes par jour. Mais également, on le trouve dans des protéines dans l'alimentation végétale. Les légumineuses, les pois chiches, les haricots, les lentilles sont très riches en protéines. Donc, même si on a une alimentation, un régime végétarien on peut trouver de la protéine, ça n'est pas un problème. Et puis il y a le Skyr. Je voulais parler de ce produit parce que c'est celui qui reflète le plus en fait cette tendance chez nous. Alors oui, le Skyr, c'est étonnant, c'est une espèce de yaourt, disons ça, qu'on trouve au rayon crémeux, au rayon ultra frais, un yaourt assez solide, vous mettez la cuillère dedans, elle tient toute seule, c'est vraiment assez dense. Alors c'est étonnant, vous citez le Skyr, mais les consommateurs, il y a 10 ans, ils ne savaient même pas ce que c'était. On remarque aujourd'hui qu'au rayon, ce qu'on appelle dans le jargon le rayon ultra frais, c'est-à-dire les rayons des yaourts, etc., le Skyr est la référence la plus vendue cette année, a été une des références les plus vendues. C'est incroyable pour un produit que personne ne connaissait il y a 10 ans. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment une vraie tendance à aller chercher des produits riches en protéines, tant mieux, c'est des bons produits, c'est des produits qui sont de qualité. Et si ça fait du bien, si on a envie d'y croire, c'est important. L'alimentation, c'est aussi ça, c'est de se faire plaisir, même si c'est un petit peu plus cher. Après, faut pas croire qu'on a absolument besoin de ça si on a une alimentation tout à fait normale. Merci beaucoup Xavier Terlet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous le connaissez probablement comme chroniqueur si vous êtes fidèle de la matinale Bonjour sur TF1. Vincent Valenduc y parle de sujets de santé car il est médecin. Mais c'est un autre visage qu'il nous partage dans un livre qu'il vient de publier. Celui d'un fils qui, avec sa famille, s'est transformé en aidant pendant 14 ans pour sa maman atteinte d'une maladie neurodégénérative apparentée à Alzheimer. Vincent Valenduc était à la Fnac de Monaco ce week-end pour livrer son témoignage et pour promouvoir son ouvrage intitulé « Je suis devenu le parent de mes parents ». Nous l'écoutons. C'est vrai que le choix de ce titre, je suis devenu le parent de mes parents, parce que c'est la sensation que j'ai ressentie pendant ces 14 années d'aidance où j'ai eu l'impression que les rôles étaient inversés. Alors c'est assez étonnant de dire cette phrase, mais c'est vraiment la sensation que j'avais de devoir prendre rendez-vous pour ma maman, de lui couper sa viande, de aussi m'occuper de la maison avec mon frère. Donc voilà, cette inversion des rôles qui s'est fait un peu de façon très précoce et très tôt dans ma vie de jeune homme. Alors après, il y a autant de situations d'aidance qu'il y a 11 millions d'aidants, donc il y a tellement de situations différentes, mais on peut aussi bien donner à manger tous les jours, participer à la toilette, à l'habillage, pour le sommeil, changer parfois les couches si besoin. Enfin voilà, il y a différents niveaux d'aidance. Parfois c'est des parents qui aident leurs enfants, parfois c'est des... Moi je suis, en tant qu'enfant j'ai aidé ma maman, mais mon père aidait sa femme, donc voilà, il y a plein de situations différentes. Mais j'ai voulu écrire ce livre parce que comme j'ai une visibilité médiatique, je me suis dit qu'il fallait que je porte une voix. Alors je porte pas la voix des 11 millions d'aidants, j'essaie de porter la mienne, et je voulais à la fois donner des petits conseils aux aidants, parce que moi-même j'avais beau être médecin, j'étais totalement perdu pendant ces 14 années d'aidance, donc j'ai voulu à mon tour donner mes petites informations. Je voulais aussi mettre l'éclairage sur les aidants pour qu'on les reconnaisse, pour qu'on les aide au maximum, et puis essayer de faire avancer les choses, les lois, et puis encore une fois, il y a aujourd'hui un actif sur 5 qui est aidant, demain en 2030 ce sera un actif sur 4, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est important de parler de ces aidants pour pouvoir les aider au maximum et développer de plus en plus de solutions et de structures pour pouvoir au mieux les accompagner demain. Vincent Valenduc était interviewé par Théo Schumer et Hugo Comasa.
Comme lors de chaque vacances scolaires, le Théâtre des Muses devient un terrain de jeu et d'expression pour les enfants qui peuvent y venir effectuer un stage. Guidés par une intervenante professionnelle, les artistes en herbe ont une semaine pour inventer une histoire avant la représentation finale face au public. Nous nous sommes glissés dans les coulisses des répétitions. Reportage d'Alban Jean-Jambre et Jean-Alexandre Dordet. 2 jours parce que... Oui, on a compris, Pignon. Enfin voilà. 2 jours, c'est le temps qu'il reste à cette petite troupe pour créer de toutes pièces une représentation théâtrale. Ensemble, ils inventent une histoire mêlant mystère et enquête policière. Avant, j'étais giga stressée et tout. Maintenant, à force d'en faire, c'est bon. Ce que je préfère faire, c'est quand on apprend les textes et qu'on essaie de les retenir. Ça, c'est ce que je préfère. Ça me fait gérer mon stress et j'aime bien aussi réviser parce que après c'est drôle c'est très drôle quand on révise ensemble. Pendant cette semaine de création artistique, les comédiens en herbe apprennent une notion essentielle, le travail collectif. Et fonctionner ensemble, surtout dans une activité artistique où on peut avoir des idées qui fusent, ça va nous apprendre à gérer le fait qu'on ne peut pas imposer aux autres nos idées parce que ce sont les nôtres. Tout ça, c'est l'équilibre du collectif. Tu fais une fausse sortie. Je m'exile dans une grotte sans miroir. Moi, de mon point de vue, dans mon comportement, ma manière d'être, j'ai absolument pas peur du ridicule. Et je leur prouve bien que le ridicule ne tue pas. Et en fait, ils rient beaucoup avec moi et non de moi. Et ils trouvent qu'on passe des moments sympas. Et en fait, ils se disent, en fait, il n'y a rien de grave et c'est plutôt chouette, quoi. Les enfants présenteront leurs pièces face au public ce vendredi. En attendant, place aux répétitions. Voilà une saine occupation en période de vacances scolaires et c'est ainsi que se referme ce journal. Les photos de fin d'édition reviennent sur le match de barrage aller de Ligue des Champions, perdu hier soir par l'AS Monaco FC face au PSG, des clichés de Manuel Vitali. À suivre les prévisions météo pour la journée de jeudi avec Céleste Neukelman. Je vous retrouverai quant à moi demain soir à 19h avec beaucoup de plaisir et toujours sur Monaco Info. Bonne soirée. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce jeudi. Nous commencerons ces débuts de journée dans la grisaille avec quelques averses qui cesseront en fin de matinée. Le temps sera généralement nuageux avec de petites éclaircies prévues dans l'après-midi. Armez-vous toutefois d'un coupe-vent, des rafales atteignant 68 km/h peuvent traverser la région. Du côté des températures, elles varieront entre 10 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés. Dans l'après-midi, le soleil se lèvera à 7h21 pour se coucher à 18h06. Demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Gabins. Et le saviez-vous, le 19 février, c'est la journée internationale de la baleine, un jour consacré à la sensibilisation et à la protection de ces mammifères marins emblématiques. Cette journée vise à alerter l'opinion publique sur les menaces qui pèsent sur ces cétacés, notamment la chasse, la pollution et le changement climatique. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.